Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, Miss Marple entre dans les enfants du village qui n'ont plus jamais chanté. Un cœur réduit au silence, un village dans la peur et un secret profondément enfoui. D'où écoutez-vous ce soir? Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Le soleil de l'après-midi baignait doucement la verdure de Little Dering, dorant les maisons de pierre et les haies fleuries d'une lueur qui évoquait la paix. C'était le genre de journée que le vicaire aimait appeler une bénédiction anglaise, un ciel tout bleu, des abeilles parmi les roses trémières, et le faible son de la cloche de l'église rappelant aux villageois les vêpres à venir. Et pourtant, comme souvent à Little Dering, derrière les fenêtres aux rideaux de dentelle et les portes bien rangées, coulait un courant sous-jacent de murmures, de querelles et de ce genre de petites rancœurs qui semblaient ne jamais s'éteindre complètement. Aujourd'hui, cependant, la situation était différente. C'était le festival des chorales d'enfants, une tradition qui perdure depuis près de 50 ans. Parents et grands-parents étaient réunis dans le jardin du presbytère, tous endimanchés, tandis qu'une scène improvisée de planches et de banderoles avait été dressée contre le mur de briques chaleureux. Les enfants, en chemise blanche et rubans bleu marine, s'agitaient nerveusement en se préparant à chanter. Miss Marple était descendue de St. Mary Mead sur l'insistance de son amie, Madame Abernethy, qui avait déclaré qu'un nouveau visage au sein du comité lui apporterait de la dignité. Elle était assise tranquillement à l'ombre d'un marronnier d'Inde, ses aiguilles à tricoter s'agitant à un rythme tranquille, même si rien ne manquait à ses yeux bleus pâles. Elle observait les filles tirer sur leurs manches, les garçons se pousser du coude en étouffant des rires, les mères murmuraient des remarques fières ou inquiètes à leurs voisines. Au cœur de tout cela se trouvait Madame Isobel Lanchester, une veuve à la prestance remarquable, qui avait été l'élément moteur du renouveau de la chorale. Elle avait le don de diriger une foule sans effort apparent, et sa voix, claire, cultivée et inflexible, avait depuis longtemps établi son autorité sur la paroisse et le comité. Elle se tenait maintenant près des marches de l'estrade, une main gantée posée sur la balustrade, l'autre tenant le programme impeccable. « Les enfants chanteront d'abord le vieux cantique, annonça-t-elle d'une voix qui résonna à travers la pelouse. Puis, si nous avons de la chance, le nouveau morceau que mademoiselle Greta a composé spécialement pour eux. Ah oui, Miss Greta Webb, la jeune organiste, rôdait au bord de la foule, les joues rouges. Nouvelle venue à Little Darling, elle était à la fois admirée pour son talent et chuchotée pour son passé mystérieux. Certains disaient qu'elle avait fui des fiançailles, rompu d'autres murmuraient qu'elle avait des dettes à Londres. Quoi qu'il en soit, elle était reconnaissante du mécénat de Madame Lanchester, et aujourd'hui, sa composition allait être le clou du festival. La chorale entonna le vieux cantique, un peu strident dans les notes aiguës. Les parents se tamponnèrent les yeux, et le pasteur rayonne, puis vint le deuxième morceau. Greta donna leurs notes aux enfants, les mains légèrement tremblantes, et la chorale éleva la voix dans une mélodie inconnue. Le début était magnifique, presque envoûtant par sa simplicité. Un silence s'abattit sur le jardin tandis que les enfants chantaient les chants verdoyants et les étés dorés. Leurs voix s'entrelacent dans une tendre harmonie. Et puis, brusquement, le chant s'éteignit. Un garçon au premier rang poussa un cri soudain et tituba. Un autre enfant halta. Le chœur se tut en bégayant tandis que le petit Peter Lanchester, le petit-fils de Madame Lanchester, s'effondre sur scène dans un bruit mi-holé, mi-étouffé. Son visage prit une teinte affreuse, ses petites mains serrant sa gorge. Pendant un instant, le public, stupéfait, resta figé, comme si l'incident faisait partie du spectacle. Mais Greta laissa tomber sa musique et se précipita. Le pasteur appela à l'aide, et un murmure se transforma en panique. Les parents se précipitèrent vers la scène,
tandis que d'autres restèrent immobiles, paralysés par le choc. Madame Lanchester était devenue figée, le visage pâle sous son beau chapeau. Ce fut Miss Marple, discrète au bord de la foule, qui se leva et parla de sa voix douce et ferme. « Ne le bousculez pas, s'il vous plaît. Laissez-le respirer. » Mais il était trop tard. Le temps que le docteur Partridge, le médecin du village, se fraye un chemin à coups de coude, Peter gisait inerte sur les planches de bois, ses yeux écarquillés dans le vide. Le silence stupéfait qui suivit ne fut rompu que par les sanglots d'une femme et le bruissement des banderoles dans la brise légère. Le festival des chorales d'enfants, la fierté de Little Deering prit fin dans l'horreur. Le docteur Partridge se pencha, les mains vives mais inquiètes. « Le garçon est parti », annonça-t-il d'une voix lourde. « Il n'y a rien à faire. » Un hoquet parcourut la foule. Madame Lanchester vacilla et quelqu'un la saisit par le bras. Les enfants, pâles et effrayés, se serraient les uns contre les autres. La chorale censée apporter la joie n'avait plus chanté, et l'image du corps immobile d'un garçon sur scène restera gravée dans toutes les mémoires. Le tricot de Miss Marple était oublié sur ses genoux. Son regard perçant s'était arrêté sur un détail curieux, infime et ignoré des autres. Elle ne dit rien, se contenta de joindre les mains et de laisser le chaos se dérouler autour d'elle. Car elle, plus que quiconque, comprenait que les rassemblements les plus ordinaires pouvaient cacher les intentions les plus sombres. Le lendemain matin, le ciel était gris, comme si le temps lui-même s'était éloigné du souvenir de la veille. Une brume s'accrochait aux haies et se répandait sur le cimetière, adoucissant les contours des pierres tombales. Pourtant, le calme de Little Deering était tout sauf paisible. Derrière les portes closes, des voix chuchotaient, et dans les cuisines et les boutiques, le seul sujet de conversation était la mort du jeune Peter Lanchester. Miss Marple, qui avait passé la nuit au cottage de Madame Abernethy, se leva tôt. Elle ne se précipita pas au presbytère ni sur la place du village, mais s'assit près de la fenêtre, tricotant, écoutant le rythme des conversations qui remontent le chemin. Car dans un endroit comme Little Darling, on apprend beaucoup, non pas en demandant, mais en laissant les autres parler à portée de voix. À 9 heures, les rumeurs avaient pris de l'ampleur. Madame Crosby, l'épicière, racontait à qui voulait l'entendre que le garçon avait été empoisonné. Elle avait vu ses joues prendre une couleur affreuse. Monsieur Simpkins, le forgeron, soutenait qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie, car l'enfant de son cousin était déjà tombé de cette façon. Et Madame Partridge, l'épouse du médecin, contredit catégoriquement les deux, en affirmant que son mari soupçonnait une obstruction de la gorge du garçon. La vérité était, bien sûr, inconnue. Mais la certitude n'était jamais un prérequis pour les conversations de village. La maison des Lanchester reste close. Les rideaux étaient tirés, et Madame Lanchester avait refusé de recevoir des visiteurs. On disait qu'elle était assise, figée dans son fauteuil, sans un mot, tandis que sa belle-fille pleurait à l'étage. Le père de l'enfant, en déplacement professionnel à Londres, était attendu par le train du soir. Cela donnait à la tragédie un air de suspense, comme si le village retenait son souffle jusqu'à l'arrivée de l'homme qui apprenait le départ de son fils. Le vicaire tenta d'apaiser les spéculations par des paroles solennelles sur la volonté de la Providence, mais peu l'écoutaient. N'était-il pas étrange, disaient certains, que le garçon ait hésité au moment même où Mademoiselle Greta entendait le nouveau chant? N'était-il pas étrange qu'elle soit si nerveuse, les mains tremblantes, tandis qu'elle guidait le chœur? Et Madame Lanchester elle-même n'avait-elle pas insisté pour que le morceau de Greta soit interprété, malgré les hésitations de plusieurs membres du comité? À la poste, 2 vieilles dames spéculaient librement. « Ce n'était pas naturel, » murmura l'une d'elles. « Tiens, je l'ai bien vu boire à une petite gourde avant. »« Absurde, » répondit l'autre en baissant la voix, bien qu'il n'y ait personne aux alentours. J'ai appris par la femme de chambre de Madame Wilkins
que la pauvre enfant se plaignait d'un mal de gorge depuis la semaine. Cela allait forcément mal finir. Pourtant, elle-même jetait des regards nerveux autour d'elle, comme si elle savait que ses paroles allèrent bientôt se transformer en quelque chose de plus sinistre sur la bouche d'un autre. Au milieu de tout cela, Miss Marple se dirigea tranquillement vers l'église. Elle échange un signe de tête avec le bedeau et s'assit sur un banc au fond, reprenant son tricot. Les gens allaient et venaient, s'arrêtant pour murmurer des prières ou allumer un cierge. Miss Marple ne s'immisça pas, mais son regard se posa doucement sur chaque visage. Le chagrin se manifeste différemment chez chacun, certains raidis par la bienséance, d'autres pâles par une réelle tristesse, d'autres encore éveillés par la vive lueur de la curiosité. C'est là qu'elle entendit pour la première fois les soupçons pesant sur Greta. Une jeune servante, parlant trop librement, chuchota à sa compagne avoir vu mademoiselle Greta debout près de la table des rafraîchissements, avant que les enfants ne chantent, en train de verser quelque chose dans une carafe. L'histoire prenait de la couleur à chaque récit. D'abord une carafe de limonade, puis une flasque de cordial, et enfin un verre destiné à Peter seul. Les aiguillacos de Miss Marple claquèrent pensivement. Elle avait observé Greta attentivement la veille. Nerveuse, certes. Distraite, assurément. Mais une meurtrière. L'expérience de mademoiselle Marple lui avait appris que la nervosité pouvait aussi bien être de l'innocence que de la culpabilité. À midi, madame Abernethy revient de ses courses, le visage rouge des dernières nouvelles. « On dit que l'inspecteur arrive de Melchester, Jane, » annonça-t-elle. L'inspecteur Graves, un homme très minutieux, quoique plutôt enclin à tirer des conclusions hâtives. Croyez-moi, il mettra la pauvre Greta au banc des accusés avant le coucher du soleil, si madame Crosby obtient gain de cause. Miss Marple se contenta d'un léger sourire. « La police doit faire son travail, » dit-elle doucement. « Même si, j'ose le dire, leur méthode n'est pas toujours la même que celle de Providence. » En fin d'après-midi, la place du village était presque déserte. Les magasins fermaient tôt et les stores s'étaient baissés. Un orage se préparait dans le ciel, grondant au loin. Les gens restaient confinés chez eux, ne parlant guère d'autre chose que de l'évanouissement du garçon. Certains jurent en entendre encore les notes saccadées de la chanson enfantine chaque fois que le vent agitait les arbres. La chorale avait été leur fierté, la joie du village, et maintenant elle portait un air de mauvais augure. Déjà, quelqu'un les avait surnommés « les enfants qui ne chanteront plus jamais ». Au dîner, Miss Marple écoutait madame Abernethy s'inquiéter des conséquences. Le pauvre garçon n'a que 9 ans, et il est si prometteur. Et que va devenir la chorale maintenant? Les parents ne laisseront plus leurs enfants répéter après une telle chose. Et madame Lanchester est si fière, si déterminée, que cela va la briser, Jane, la briser. Miss Marple posa sa fourchette avec sa douce précision. « L'orgueil a une curieuse résilience, ma chère, dit-elle. Il résiste souvent mieux aux tempêtes que l'amour ou le chagrin. Il faut l'observer attentivement pour voir de quel côté il penche. » Madame Abernethy la regarda en clignant des yeux. « Jane, tu dis parfois des choses étranges. On pourrait presque penser que c'est bien, peu importe. Seulement, crois-tu vraiment que ce n'était pas naturel ?» Miss Marple ne répondit pas directement. Elle plie sa serviette en lissant les bords. « J'ai appris, murmura-t-elle, que lorsqu'on est certain de la cause d'un malheur, on se trompe généralement. Ce sont les petites incertitudes, les broutilles oubliées, qui nous rapprochent de la vérité. Dehors, les premières gouttes de pluie crépitèrent sur la fenêtre, et le tonnerre grondait avec plus d'insistance. À l'intérieur, les lampes projetaient une douce lueur, mais un malaise persistait à chaque recoin. Little Daring était désormais un village imprégné de suspicion, et sous son apparence silencieuse, chaque habitant nourrissait une théorie, une peur secrète. Et Miss Marple, qui avait vu plus de folie humaine que la plupart, était assise calmement, ses aiguillets brillant à la lumière de la lampe, réfléchissant au seul détail qu'elle avait observé la veille. Un détail qui, bien que personne d'autre ne l'ait remarqué, refusait de quitter son esprit. L'inspecteur Graves arrive à Little Deering peu après midi le lendemain. C'était un homme grand et large, à la moustache épaisse et à la démarche qui laissait penser que le monde ne suivait pas son rythme. Il était accompagné du sergent Hewitt, plus jeune et à l'œil vif, qui portait le carnet noir déjà à moitié rempli de gribouillis. La voiture de police attira l'attention en s'arrêtant devant le presbytère. Les rideaux claquèrent, les portes grincèrent, et les villageois trouvèrent des prétextes commodes pour passer. Miss Marple, qui tricotait par hasard dans le jardin de madame Abernethy, de l'autre côté du chemin, observa l'arrivée sans bouger.
Elle savait depuis longtemps que les enquêtes officielles étaient plus efficaces lorsqu'elles n'étaient pas encombrées par des voix extérieures. Pourtant, elle gardait le regard fixé sur la scène, observant qui s'approchait et qui l'évitait complètement. La curiosité était une absence naturelle, souvent moins présente. Le vicaire lui-même se hâta d'accueillir l'inspecteur, le visage tiré par la fatigue. Un coup terrible pour nous tous, inspecteur. Terrible. L'enfant était si innocent, et la fête devait être une joie. Sa voix vacilla. Grave hocha la tête d'un air bourru, consultant déjà son carnet. La première chose à faire fut d'examiner les lieux du drame. La scène improvisée était toujours là, ses banderoles affaissées par l'humidité de la pluie de la veille. Grave la monta d'un pas lourd, scrutant les planches comme s'il attendait d'elle des secrets. Le sergent, Hewitt, accroupi dans un coin, soulevait un morceau de ruban tombé d'un des costumes d'enfant. « Une bagatelle, monsieur, » dit-il en le glissant dans une enveloppe. Aux yeux des villageois qui observèrent de loin, même les bagatelles semblaient de mauvais augure. Le médecin fut appelé pour faire le compte-rendu de ses constatations. Le docteur Partridge, un homme trapu aux manières brusques, s'éclaircit la gorge. L'évanouissement du garçon fut soudain. Aucun signe de blessure externe. Respiration interrompue, lèvres décolorées. Je ne peux pas exclure la possibilité d'un poison, inspecteur, bien qu'il n'y ait pas de traces évidentes. Une obstruction peut-être, bien que je n'en ai pas trouvé lors de l'examen. Sa frustration montrait que les médecins de campagne n'aimaient pas l'incertitude. Grave caressa sa moustache. Poison ou obstruction? Dans les deux cas, contre nature, diriez-vous? Le médecin hésita, puis hocha la tête. C'est possible, oui. Cette déclaration se répandit rapidement. En moins d'une heure, des rumeurs coururent dans le village selon lesquelles le meurtre avait été confirmé. Le nom de Greta Webb refit surface, murmuré à voix basse sur les comptoirs des boutiques. On la reprit en disant qu'elle avait été vue près des rafraîchissements, et le fait qu'elle avait tremblé pendant la représentation fut présenté comme une preuve. Pendant ce temps, Greta elle-même s'était retirée dans son petit logement au-dessus de la boutique de la modiste. Elle était assise, pâle et tremblante, clamant son innocence à qui voulait l'entendre. « J'ai écrit la musique, rien de plus. Comment aurais-je pu faire du mal à Peter ?» C'était un enfant adorable, toujours poli, toujours joyeux. Mais ses protestations tombèrent dans des oreilles avides de scandale. Miss Marple choisit cet après-midi-là pour se promener dans le village, sa présence discrète étant toujours aussi discrète. Elle s'arrêta chez l'épicier pour acheter un petit paquet de sucre, chez le drapier pour remarquer un rouleau de tissu bleu. À chacun, elle adressa un mot gentil, tandis que ses oreilles absorbaient chaque remarque. Elle remarqua notamment la rapidité avec laquelle certaines personnes s'emparèrent de la prétendue culpabilité de Greta. Madame Crosby, par exemple, déclara fermement que la jeune fille avait une allure dont il ne fallait jamais se fier. De tels jugements, songea Miss Marple, en disaient souvent plus sur celui qui parlait que sur l'accusé. Plus tard, au presbytère, l'inspecteur Graves commença à interroger les témoins. Les enfants furent épargnés par un interrogatoire direct, bien que plusieurs mères aient volontiers partagé les témoignages de leurs enfants. La plupart des témoignages étaient assez confus. Peter toussa, il avait l'air bizarre, il but quelque chose, mais un petit garçon affirma avoir vu Peter glisser un bonbon dans sa bouche juste avant le début de la chanson. Ce détail fit sensation. Pourtant, interrogé, personne ne peut dire d'où venait le bonbon. Madame Lanchester reçoit l'inspecteur dans son salon, figé comme une statue. Mon petit-fils était un inspecteur robuste. Robuste. Aucune faiblesse de constitution. Ce n'était pas un hasard. Ses yeux brillaient dangereusement. Je vous demande de poursuivre chaque piste, en particulier l'implication de cette jeune femme. Elle n'est pas de notre espèce. Je l'ai autorisée à nous rejoindre par charité, et vous verrez le résultat. La culpabilité de Greta était un verdict qu'elle avait déjà signé. Graves s'inclina avec une courtoisie guindée. Il n'était pas insensible à la pression des villageois influents. Il prend néanmoins des notes précises, s'enquérant de la santé de l'enfant, de ses habitudes, de ses repas. Madame Lanchester répondit sèchement, chaque mot empreint d'autorité. Miss Marple passa par hasard chez Madame Abernethy, au moment où le sergent Hewitt partait. Le jeune homme inclina poliment sa casquette, et elle lui rendit son geste avec sa douceur habituelle. Ce n'est qu'après son départ qu'elle fit remarquer, presque distraitement. « J'ai toujours pensé que les bonbons étaient un plaisir dangereux pour les enfants. Ils les prennent à tout le monde, sans se soucier de leur origine. » Madame Abernethy parut surprise. « Jane, vous ne pensez pas que personne ne le ferait ?» Miss Marple sourit doucement. «
Oh, je ne pense pas beaucoup pour le moment. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, qu'une chose aussi insignifiante puisse avoir de si graves conséquences. Ce soir-là, l'inspecteur convoqua une brève réunion dans la salle de classe, expliquant que le décès faisait l'objet d'une enquête et qu'aucune conclusion n'avait encore été tirée. Son ton formel ne parvint guère à apaiser les spéculations. Au contraire, il accentua le malaise. Les portes étaient verrouillées plutôt que d'habitude. Les enfants étaient confinés à l'intérieur. Les rires des vers se turent. Miss Marple était de nouveau assise en silence dans le salon de Madame Abernethy. Ses aiguilles à tricoter cliquetant. Le motif des commérages, la forme du chagrin, les accents de la colère, tout cela formait les fils du dessin qu'elle traçait lentement. D'autres réclamèrent des réponses rapides. Elle, patiente comme toujours, attendait le moment où le plus petit fil révélerait le motif tout entier. Au 3e jour après la tragédie, le malaise à Little Deering s'était transformé en une sorte de peur. Il semblait s'infiltrer dans chaque recoin, le lent carillon de la cloche de l'église, l'écho sourd des pas sur le chemin pavé, les regards inquiets échangés par-dessus les haies. Des gens qui se connaissaient depuis toujours parlèrent désormais sur un ton réservé, comme s'ils se méfient d'une malveillance cachée dans les visages les plus familiers. Et pendant tout ce temps, le nom le plus souvent murmuré était celui de Greta Webb. L'inspecteur Graves, quant à lui, avait élu domicile à l'auberge, où sa présence conférait à la salle commune, habituellement joyeuse, une atmosphère solennelle. Chaque soir, il dînait copieusement et parlait avec parcimonie, tandis que le sergent s'occupait à recueillir des rumeurs, à prendre des notes et à transmettre des bribes d'informations à son supérieur. Pour les villageois, le silence de l'inspecteur était interprété comme la certitude d'avoir trouvé son suspect. Et ce n'était qu'une question de temps. En effet, Greta était devenue la cible toute désignée. Sa position d'étrangère, son air tremblant le jour de la fête, sa présence près des rafraîchissements, tout contribue à constituer un argument de poids pour la plupart. Madame Lanchester elle-même encourage cette croyance, parlant froidement de certaines personnes qui n'auraient jamais dû être accueillies parmi nous. Son influence était considérable, et nombreux étaient ceux qui s'empressèrent de se ranger à son avis. Pourtant, Miss Marple, assise près de la fenêtre du salon de Madame Abernethy, continuait à tricoter sans faire de commentaires. À ses yeux, la hâte avec laquelle les soupçons s'accumulent était en soi remarquable. Elle se rappelait, comme souvent, de petites similitudes humaines avec cette dame de St. Mary Mead, qui avait un jour accusé sa femme de chambre d'avoir volé une broche, et dont le bijou avait été retrouvé quelques jours plus tard dans une théière que la dame elle-même avait égarée. Les gens étaient si impatients, songea Miss Marple, de voir leurs suppositions confirmées. Greta est convoquée au presbytère pour interrogatoire, pâle et les yeux rouges. Elle fait face à l'inspecteur Graves, les mains tremblantes serrées l'une contre l'autre. « Je n'ai rien fait de mal », répétait-elle sans cesse. « Oui, j'ai versé de la limonade, mais pour les enfants en groupe, je ne ferai jamais de mal à Peter. » Les sourcils lourds de l'inspecteur s'abaissèrent. « Et pourtant, vous étiez nerveuse. Vous l'admettez. Pourquoi tant d'agitation, mademoiselle Webb ?» Greta rougit. « Parce que madame Lanchester n'est pas une femme, » on contredit à la légère. Elle était déterminée à ce que ma composition soit chantée, même si je craignais que les enfants ne l'aient pas suffisamment répétée. Si elle échouait, ce serait ma honte, pas la sienne. L'explication était simple, voire plausible. Mais Graves, déjà enclin au doute, prit ses notes avec un grognement d'insatisfaction. À l'extérieur du presbytère, les langues se délient. Certains soutenaient que la peur de Greta masquait la culpabilité. D'autres s'adoucissaient un peu, remarquant que la pauvre fille semblait à moitié brisée par l'épreuve. Pourtant, dans les boutiques et à la pompe, l'opinion publique persistait contre elle. On appréciait les réponses claires et nettes, et la place de Greta dans le récit était trop commode pour être ignorée. C'est à cette époque qu'un autre nom commença à s'immiscer dans les conversations Harold Sims, le gardien de la salle de classe. Homme au tempérament maussade et au ressentiment vif, il nourrissait depuis longtemps une rancune envers Madame Lanchester, qu'il avait un jour humiliée publiquement à cause d'un récit tardif. Certains se souviennent de l'avoir vue près des préparatifs du festival, marmonnant dans sa barbe. D'autres prétendaient qu'il avait bu ce jour-là, les yeux injectés de sang. De telles histoires, retouchées à chaque fois, le transformaient peu à peu en un autre méchant potentiel. L'inspecteur Graves interrogea brièvement Sims, mais l'homme se contenta de froncer les sourcils et de nier toute connaissance. « Je n'ai rien contre ce garçon, grommela-t-il. Quant à la chorale, qu'est-ce que ça peut bien me faire? On m'a dit d'aller chercher des chaises, et je les ai apportées. Pourtant,
Sa mauvaise humeur ne lui sert à rien. Le soir venu, les spéculations allaient bon train. Il aurait voulu faire du mal à Madame Lanchester et aurait plutôt frappé son petit-fils. Miss Marple observait ces courants changeants avec intérêt. Au cours du dîner, elle fit doucement remarquer à Madame Abernethy: « Il est curieux de voir à quelle vitesse les soupçons s'attachent à ceux qui sont les moins bien armés pour se défendre. Pauvre Greta, avec ses nerfs. Pauvre Harold, avec son caractère. » Pourtant, les deux choix étaient les plus évidents, et c'est pourquoi elle laissa sa phrase inachevée, ses aiguilles cliquetant rythmiquement. Madame Abernethy, habituée à ces réflexions énigmatiques, se contenta de soupirer et de se resservir du thé. Ce qui troublait le plus Miss Marple, cependant, ce n'était pas ce qui était dit, mais ce qui était non dit. Personne ne semblait envisager la possibilité que Peter ait été la victime désignée depuis le début. Les villageois présentèrent plutôt le crime comme une attaque indirecte visant soit à discréditer Greta, soit à s'en prendre à Madame Lanchester. Miss Marple se souvient de l'attitude de Peter ce jour-là obéissant, joyeux, mais avec une légère réticence à monter sur scène. Et il y avait ce petit geste si fugace et pourtant si frappant que Miss Marple ne pouvait l'ignorer. Elle le retourne dans sa tête comme une pièce de puzzle, attendant de voir où il pourrait s'insérer. Pendant ce temps, le rapport du coroner était peu concluant. Aucune substance étrangère n'avait été identifiée dans l'estomac du garçon, aucun signe d'obstruction. Peu concluant était un mot qui décevait tout le monde. Graves, irrité, déclara qu'il s'agissait d'un poison rare. Les villageois répétèrent sa phrase avec une satisfaction sombre, et les perspectives de Greta s'assombrirent encore davantage. Seule Miss Marple ne semblait pas troublée par ce manque de clarté, comme si cela correspondait à ses espoirs silencieux. Les funérailles étaient tôt prévues, jetant une ombre sur la semaine. Les boutiques accrochaient des rideaux noirs et l'église se préparait pour une cérémonie qui devait rassembler tous les villageois. Madame Lanchester se déplaçait telle une effigie de marbre, recevant les condoléances avec une dignité froide. Sa détermination à voir quelqu'un puni ne faiblissait pas, même si son chagrin était sincère, à sa manière, fier. La veille des funérailles, Miss Marple fait une petite promenade dans le chemin. Le crépuscule était tombé et on allumait des lampes. Elle s'arrêta près de la salle de classe où elle vit Harold Sims verrouiller la porte. Son expression figée dans la lumière des lampes exprimait la lassitude plutôt qu'une hostilité, le visage d'un homme habitué depuis longtemps à la méfiance. Il leva sa casquette en signe de respect réticent au passage de Miss Marple. Elle répondit par un léger hochement de tête et poursuivit son chemin, l'esprit non occupé par Harold ou Greta, mais par un fil de pensée s'achevant sans cesse vers quelque chose de plus insaisissable. Car, à sa manière discrète, elle avait déjà commencé à comprendre que la vérité, comme son tricot, était tissée non pas de couleurs vives, mais de points subtils. Et même si le village réclamait un jugement rapide, Miss Marple savait que le modèle était loin d'être achevé. Le jour des funérailles de Peter Lanchester fut un jour que Little Darling n'oubliera pas de sitôt. Une brune terne s'accrochait au mur de pierre de l'église, s'égoutte tristement des caniveaux, tandis que des parapluies noirs se rassemblent, tels des corbeaux devant le portail du cimetière. La cloche sonna avec une lente et définitive résonance à travers les champs humides. Les gens étaient y venus endimanchés, même si leur visage n'exprimait pas la joie du dimanche. Ils étaient venus parce qu'il faut, dans un village, s'occuper de la mort comme on s'occupe de la vie, publiquement, consciencieusement et en veillant constamment les uns sur les autres. Miss Marple était assise tranquillement sur un banc au fond, les mains jointes sur les genoux, son chapeau noir impeccable, quoique sans ornement. Elle écoutait le vicaire prononcer des paroles solennelles de réconfort, bien que sa voix faiblît à plusieurs reprises. La chorale des enfants, démunis de nombre et de courage, tenta un cantique, mais s'interrompit à mi-chemin, leur voix tremblante et se taisant. Les mères pleuraient doucement. Les pères avaient l'air sombre. Madame Lanchester, aussi rigide que la pierre sculptée, était assise tout au premier rang, son mouchoir intact. Le chagrin était là, mais la fierté l'emportait. À la fin de la cérémonie, les villageois se rassemblèrent en petits groupes autour des pierres tombales, chuchotant leurs impressions et répétant, une fois de plus, leurs théories personnelles. Greta Webb était absente, par peur ou par apprentissage, et son absence ne lui fut d'aucune utilité. Miss Marple, observant le flux et le reflux de ces conversations, nota quelles têtes se penchaient et lesquelles restaient éloignées. Dans un village, les alliances se révélaient aussi clairement aux funérailles qu'au mariage. Tandis que les personnes en deuil se dispersaient.
Miss Marple s'attarda près du portail, tricotant un sac autour de son bras. C'est alors qu'elle remarqua un petit garçon, un membre de la chorale, serrant quelque chose dans sa main, incertain de ce qu'il devait en faire. Sa mère le tira, l'encourageant, mais le doux sourire et la voix douce de Miss Marple attirèrent. « Qu'as-tu là, chérie ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon hésita, jeta un coup d'œil à sa mère, puis lui tendit un morceau de papier collant, froissé et humide. « Il était dans la poche de Peter, dit-il. Nous l'avons trouvé en jouant avant la messe. Maman dit de le jeter, mais sa voix s'éteignit. Miss Marple examina le morceau. C'était l'emballage d'un bonbon, le papier légèrement marqué de traces de sucre d'orge rayé. Elle le lissa délicatement, remarquant la légère trace de graisse et la déchirure irrégulière sur un bord. « C'est très gentil de votre part de me le montrer, » dit-elle en le glissant délicatement dans son mouchoir. Elle ne posa aucune autre question, se contentant de tapoter le bras du garçon et de le laisser partir. Pourtant, ses yeux brillaient plus fort, comme si une bougie avait été allumée à l'intérieur. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Graves convoqua un bref interrogatoire à l'auberge, où il exposa le peu de preuves dont il disposait. Le garçon avait peut-être pris un bonbon, dit-il sans détour, mais nul ne sait d'où il venait. Aucun des autres enfants ne se souvient qu'il en ait partagé, et sa famille affirme qu'on ne lui en a pas donné ce jour-là. Sa moustache se hérissa d'irritation. Cela ne prouve rien, et pourtant, ça pique. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas être certain que le bonbon ait causé son malaise. Le sergent Hewitt s'aventura timidement. « Quelqu'un le lui aurait-il glissé, monsieur ?» « Sans prévenir ?» grogna Graves. « Si c'est le cas, nous n'avons aucune preuve. Personne ne l'avoue, et le bonbon lui-même a disparu. » Miss Marple, qui avait pris le thé avec Madame Abernethy et se trouvait par hasard à proximité, pensa silencieusement au papier d'emballage caché dans son mouchoir. Elle ne le lui tendit pas, du moins pas encore. L'expérience lui avait appris que le timing était aussi important que l'observation. Elle se contenta de penser, avec sa douceur habituelle, que les enfants ont bien tendance à accepter des broutilles de mains inattendues. N'est-ce pas? Une telle confiance est si touchante et parfois si dangereuse. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans le salon de Madame Abernethy, la pluie crépitant à la fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle sortit à nouveau le papier d'emballage et l'examina à la lumière de la lampe. Rien de remarquable, hormis un petit détail. Le long du bord du papier, une légère tache, plus foncée que du sucre, comme si quelqu'un au doigt taché l'avait plié. Ni saleté, ni encre, elle n'arrivait pas à le nommer. Elle le rangea, l'air pensif. Pendant ce temps, la suspicion s'intensifie dans le village. L'absence de Greta Webb aux funérailles était largement condamnée. La culpabilité l'avait tenue à l'écart, disaient certains. D'autres murmuraient à propos d'Harold Sims, aperçu debout, maladroitement, parmi les personnes en deuil, son chapeau à la main, les yeux baissés. Le simple fait qu'il ait osé assister à l'enterrement était interprété soit comme de l'insolence, soit comme de l'innocence, selon le narrateur. Chaque heure semblait faire naître une nouvelle théorie, pourtant toutes étaient curieusement insatisfaisantes, comme si aucune ne correspondait tout à fait au modèle. C'est à cette époque que Miss Marple commença à remarquer un changement subtil chez Madame Lanchester. Le chagrin de la femme, bien que contenu, se transformait en une sorte de vigilance. Elle pressa l'inspecteur Graves avec plus d'insistance, exigeant des résultats rapides. Elle accepta sans hésitation. Elle voulait l'arrestation de Greta, ou à défaut, quelqu'un d'aussi opportun. Fierté et chagrin s'étaient mis à mêler en une force dangereuse. Miss Marple, l'observant de loin, se demanda si le besoin de contrôle de cette femme dissimulait plus qu'un simple deuil. Le 4e soir après les funérailles, Miss Marple fit une courte promenade dans le village. La pluie s'était arrêtée et la lune éclairait les pavés d'argent. Passant devant la salle de classe, elle s'arrêta près du muret, contemplant pensivement les volets clos. C'est là qu'elle aperçut la faible lueur d'une lanterne qui s'agitait à l'intérieur alors que la pièce aurait dû être fermée à clé. Elle resta immobile, les ombres dissimulant sa petite silhouette. La lumière vacilla une fois, puis disparut. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle se retourna vers la maison de Madame Abernethy, l'air doux, mais l'esprit vivement alerte. L'emballage du bonbon dans son sac à tricot semblait peser plus lourd à chaque pas. La lanterne que Miss Marple avait aperçue dans la salle de classe la veille au soir ne fut plus évoquée le lendemain, et pourtant elle pesait sur son esprit. Dans un village, de telles petites irrégularités étaient rarement sans importance. On ne se déplaçait pas sans raison après la tombée de la nuit,
et encore moins dans un bâtiment fermé à clé. Elle ne dit rien à Madame Abernethy, cependant, car Miss Marple avait toujours pour habitude d'observer en silence jusqu'à ce que les fils d'un motif se dessinent. Pendant ce temps, l'inspecteur Graves insistait avec une insistance renouvelée. C'était un homme qui détestait l'ambiguïté, et l'affaire jusqu'alors n'avait guère apporté d'autres précisions. Ce matin-là, il convoqua Harold Sims à l'auberge pour un second entretien. Plusieurs villageois flânaient dehors sous prétexte de faire des courses, avides de nouvelles. « Votre réputation ne vous sert à rien, Sims, déclara l'inspecteur d'un ton lourd. Vous êtes connu pour être rancunier. J'ai du caractère, oui, admit Harold en fronçant les sourcils, mais de la rancune, contre un enfant, ne sois pas bête. Graves se pencha en avant. On vous a vu près des rafraîchissements. Pourriez-vous expliquer ce que vous faisiez là? Aller chercher des chaises, c'est mon boulot. Si la limonade était en route, je la laissais passer, c'est tout. Ce n'était pas une défense éloquente, et l'air maussade de Sims ne fit qu'accentuer sa culpabilité. Lorsqu'il sortit de l'auberge, les villageois rassemblés marmonnèrent sombrement en secouant la tête. À la tombée de la nuit, la moitié du village était convaincue que le gardien avait trafiqué la cruche par dépit envers Madame Lanchester. Miss Marple, entendant ces récits de la femme de chambre de Madame Abernethy, ne fit que sourire faiblement et fit remarquer que la colère est souvent violente, mais que la méchanceté agit plus discrètement. Mais Harold Sims n'était pas le seul dont le nom circulait. Discrètement, timidement, un autre nom fit surface, celui d'Hélène, la belle-fille de Madame Lanchester. Certains murmuraient que le chagrin ne lui était pas agréable, qu'elle pleurait trop abondamment, trop longtemps, comme si la culpabilité plutôt que le chagrin la consumait. D'autres se souviennent que Peter avait été un enfant fougueux, parfois difficile, et que sa mère avait souvent semblé lasse. Ces murmures se transformèrent en sombres suppositions. Peut-être lui avait-elle glissé quelque chose pour le calmer, sans jamais imaginer que cela le tuerait. Miss Marple, se promenant dans le chemin cet après-midi-là, surprit une conversation similaire entre deux blanchisseuses. Leurs paroles la troublaient, non pas par leur contenu, mais par leur cruauté. Une mère qui avait perdu son fils unique était désormais jugée sur la façon dont elle versait ses larmes. La nature humaine, songea Miss Marple, était souvent bien moins clémente que juste. Au presbytère, une nouvelle confrontation se préparait. Greta Webb, cherchant désespérément à laver son honneur, était venue implorer Madame Lanchester en personne. « Je vous jure, s'écria Greta, debout dans le salon, les mains serrées. J'aimais Peter comme s'il était mon propre élève. Je ne lui ferai jamais de mal. » Les yeux de Madame Lanchester brillaient d'un éclat glacial. « Votre musique l'a tué. Que ce soit intentionnellement ou par faiblesse, elle l'a tué. Vous répondrez. » Le vicaire tenta d'intervenir, mais la veuve le fit taire d'une main levée. Greta s'enfuit en larmes, ses sanglots résonnant dans l'allée du presbytère. La scène fut racontée avec délectation par ceux qui en furent témoins, et la réputation de Greta sombra encore davantage. Ce soir-là, Miss Marple se rendit à la poste et rencontra l'inspecteur Graves qui récupérait un télégramme. Elle le salua avec sa politesse habituelle, et après un bref échange sur la météo, elle fit remarquer « Il est curieux, inspecteur, de voir à quel point le chagrin se manifeste de tant de façons. Certains se taisent, d'autres pleurent, d'autres encore s'emportent. Pourtant, cette expression nous en dit souvent moins qu'on ne le pense. » Graves fronça les sourcils, visiblement impatient de résoudre les énigmes. « Si vous avez quelque chose de concret, madame, j'aimerais bien l'entendre. »« Oh, rien de concret, » dit Miss Marple d'un ton doux. « On se demande bien pourquoi il y a des lanternes dans les salles de classe après la tombée de la nuit. » Elle n'en dit pas plus, laissant Graves la suivre du regard, quelque peu irrité. Le lendemain matin apporta un nouveau scandale. Une servante de la maison des Lanchester confia à sa cousine avoir vu sa maîtresse, Madame Lanchester, recevoir une lettre d'une main étrangère quelques jours avant la mort de Peter. La lettre avait été immédiatement brûlée dans la cheminée, mais la servante y avait entrevu le mot « héritage ». Cette histoire, transmise de bouche à oreille, devient plus complexe à chaque récit. Dans l'après-midi, les villageois murmuraient que Madame Lanchester elle-même avait des raisons de croire que son petit-fils était parti, que l'existence de Peter retardait une fortune ou un héritage lié au papier de famille. L'accusation était choquante, et la plupart la rejetèrent d'emblée. Pourtant, le germe était planté. Malgré sa froide dignité, Madame Lanchester ne pouvait échapper totalement au regard en coin qu'on lui lançait dans le cimetière. Miss Marple, toujours à l'écoute discrète, rassemblait ces fragments avec une attention calme. Le désespoir de Greta, la morosité d'Harold, le chagrin d'Hélène,
La fierté de Madame Lanchester était autant de réactions humaines, chacune susceptible de se transformer en culpabilité aux yeux de leurs voisins. Pourtant, aucune, à son avis, n'avait encore touché le fond du problème. Tard ce soir-là, assise seule dans le salon de Madame Abernethy, elle sortit une fois de plus le papier collant du bonbon. Elle l'examina à la lumière de la lampe, remarquant de nouveau la légère tache sur le bord. Elle se souvint de la lanterne dans la salle de classe, du murmure des lettres, de la lueur crue dans les yeux de Madame Lanchester. Lentement, les fils commencèrent à se tisser dans son esprit, non pas pour former un motif fini, mais pour en former l'ébauche. Et même si elle gardait ses pensées pour elle ne pouvait se défaire du sentiment que la tragédie de Little Dering était liée non seulement à la mort d'un enfant, mais à des secrets longtemps enfouis et à des ressentiments longtemps non exprimés. Désormais poussé à la surface par le chagrin, le village était agité, méfiant et effrayé. Et Miss Marple, qui connaissait les faiblesses de la nature humaine aussi bien que les motifs de ses tricots, comprenait que derrière chaque accusation se cachait une vérité plus profonde, encore à révéler. La semaine qui suivit les funérailles prit un rythme quelque peu instable. Les villageois vaquent à leurs occupations, réparent les clôtures, tiennent les boutiques, font le pain, mais toujours avec un air distrait, comme si les routines du quotidien avaient été subtilement empoisonnées. La suspicion planait sur Little Dering comme un brouillard, et chaque visage semblait cacher un secret. Greta restait la plupart du temps confinée dans ses appartements. Harold Sims devenait plus maussade à chaque regard oblique qu'il lui lançait, et Madame Lanchester rôdait dans le village tel un spectre silencieux, sa présence inspirant à la fois peur et ressentiment. C'est durant ce calme tendu que se produisit le deuxième incident. Par un jeudi matin humide, Annie, la femme de chambre du vicaire, alla chercher des fleurs fraîches pour l'autel dans le jardin de la salle de classe. L'école était fermée depuis la mort de Peter, fenêtres obscures et portes verrouillées. Pourtant, Annie revint, non pas avec des fleurs, mais avec le visage pâle et la voix tremblante. Elle avait trouvé la porte entr'ouverte, dit-elle, et à l'intérieur de la salle de classe, une pile de papier jonchant le sol, comme si quelqu'un avait fouillé les placards à la hâte. Le plus glaçant était que, sur l'un des bureaux, se trouvait un autre emballage de bonbons, presque identique à celui que Miss Marple gardait plié dans son mouchoir. La découverte se répandit comme une traînée de poudre. À midi, la moitié du village était au courant de l'existence du papier. Certains affirmèrent que c'était la preuve que Harold Sims s'était introduit dans la salle de classe la nuit, dissimulant des preuves de sa culpabilité. D'autres insistèrent sur le fait qu'il s'agissait de Greta, car elle avait utilisé la salle de classe pour les répétitions et avait peut-être laissé derrière elle des jetons compromettants. Le fait que la salle de classe fût fermée à clé constituait un obstacle mineur. Les villageois émettent rapidement des hypothèses sur des doubles de clés et des copies cachées. L'inspecteur Graves fut immédiatement appelé. Il examina les papiers et l'emballage avec une profonde solennité. Un intrus, déclaratif, peut-être la même main qui avait empoisonné l'enfant. Il empocha l'emballage et déclara qu'une vigilance accrue était requise. Pour les villageois, cela sonna comme une confirmation que le tueur rôdait toujours parmi eux. Les portes avaient été barricadées plus tôt dans la nuit et les lampes brûlaient tard aux fenêtres, tandis que les familles se rassemblaient, angoissées par les spéculations. Miss Marple écoutait tranquillement le récit d'Annie, ses yeux bleus pâles, doux mais attentifs. Chose curieuse, observatoire doucement. Que quiconque entre prenne la peine de disperser des papiers, mais laisse derrière lui l'objet le plus susceptible d'éveiller les soupçons. Presque comme si elle laissait cette pensée s'évanouir dans le silence, ses aiguilles cliquetant sans cesse. Annie, troublée, crut qu'elle ne parlait de rien et retourna précipitamment à ses corvées. Ce soir-là, Miss Marple passa elle-même devant la salle de classe. La porte était désormais verrouillée et scellée sur ordre de l'inspecteur, mais elle s'attarda un instant devant le portail du jardin. Le sol présentait de légères empreintes de pas lourds dans la terre humide. Ce n'étaient pas les larges marques des bottes d'un ouvrier, mais des marques plus étroites et plus légères, plus semblables à celles d'une chaussure de dame. Miss Marple se pencha, observa attentivement, puis se redressa avec un léger signe de tête. Elle ne s'attardait pas davantage dans les villages, la curiosité était souvent plus remarquée que l'objet observé. Le lendemain, ce fut la confrontation.
À l'épicerie, Greta Webb fut coincée par 2 femmes, dont Madame Crosby. « Vous avez toujours été trop secrète, mademoiselle, » déclara Madame Crosby d'un ton sec. « Et maintenant, vous vous glissez dans les salles de classe, laissant traîner vos bêtises. On comprend tout ce que cela signifie. » Greta fondit en larmes, balbutiant qu'elle n'avait rien fait de tel. L'épicier lui-même intervint enfin, la faisant sortir avec une certaine compassion, même s'il murmura que l'affaire paraissait étrange. La nouvelle de l'humiliation de Greta parvint assez vite à Miss Marple. Elle ne dit rien de ses pensées, mais lorsqu'elle se rendit au salon de Madame Abernethy cet après-midi-là, elle parla avec douceur. Il est remarquable de constater combien souvent on accuse les mauvaises personnes. J'ai connu une pauvre fille de St. Mary Mead, accusée d'avoir volé une broche, alors qu'en réalité elle s'était glissée derrière la pendule. Elle a porté le poids des soupçons pendant des années, alors que la vérité était pourtant si simple. Madame Abernethy, qui fronçait les sourcils en regardant son thé, leva les yeux avec anxiété. « Jane, voulez-vous dire que c'est la même chose ?»« Oh, je ne veux rien dire, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Sauf que les apparences sont rarement ce qu'elles paraissent. Ce même soir, un autre événement survient. Le maître de poste, en train de ranger après les heures de bureau, trouva parmi la correspondance non envoyée un morceau d'enveloppe déchirée, adressé à Madame Lanchester, de la même écriture étrangère que la servante avait décrite plus tôt. Le reste de la lettre avait disparu, mais le fragment portait une légère tache, semblable à celle que Miss Marple avait vue sur l'emballage du bonbon. La découverte fut rapidement portée à l'inspecteur Graves, qui fronça les sourcils. Lettres, étrangères, discussions d'héritage, visites secrètes et salles de classe commencent à faire un dessin. Mais quel dessin? Il ne pouvait pas encore le dire. Le village, cependant, se montra moins patient. À présent, les soupçons ne faisaient plus que s'envenimer. Certains affirmèrent que Greta et Harold étaient de mèche, d'autres que le chagrin d'Hélène masquait une vérité plus sombre. Une poignée, plus restreinte et plus audacieuse, osait murmurer que Madame Lanchester elle-même n'était pas exempte de tout reproche, son sang-froid rigide témoignant d'un secret. Les enfants du cœur étaient confinés à l'intérieur, leurs parents craintifs. Le vicaire désespérait, insistant du haut de la chair sur le fait que l'amour devait triompher de la peur. Mais même lui parlait avec moins de conviction qu'auparavant. Seule Miss Marple semblait se contenter de laisser les événements se dérouler. Elle arpentait les ruelles, échangeait de douces plaisanteries, tricotait tranquillement au coin du feu. Pourtant, dans son esprit, le schéma se précisait. Les bonbons, les emballages, les lettres étrangères, les lanternes de la salle de classe n'étaient pas des fils dispersés, mais les éléments d'une même tapisserie. La question n'était plus de savoir si quelqu'un à Little Daring avait tué Peter, mais pourquoi. À la tombée de la nuit d'automne, Miss Marple posa son tricot et contempla le feu. Ses pensées se portèrent sur Madame Lanchester, fière, autoritaire, peu encline à rompre les contradictions. Et elle se souvint du regard de cette femme lorsqu'elle condamna Greta dans le salon du presbytère. Un regard non seulement empreint de chagrin, mais aussi de triomphe. La vérité, songea Miss Marple, se rapprochait, et avec elle, la certitude qu'une nouvelle révélation, peut-être un autre crime, pourrait bientôt secouer à nouveau le village. Le malaise à Little Darling avait atteint son paroxysme le dimanche suivant. L'église était bondée ce matin-là, même si tous ne venaient pas par dévotion. Beaucoup venaient voir qui parlait à qui évitait le regard de qui, et dont le sang-froid vacillait sous le poids des ragots. Des murmures persistaient parmi les bancs, s'élevant et retombant comme le bruissement des recueils de cantiques. Miss Marple était assise au fond, sa petite silhouette presque perdue dans le bois sombre du banc. Son regard allait et venait doucement d'un visage à l'autre. Madame Lanchester, raide et fière, recevait les condoléances avec une grâce glaciale. Greta, pâle et secouée, serrait son livre de prière comme une bouée de sauvetage. Harold Sims s'affairait près de la porte, les yeux baissés, la mâchoire serrée avec obstination. Hélène, la mère de Peter, pleurait en silence, son chagrin sincère, mais si scruté qu'il était lui aussi devenu source de suspicion. Une fois la cérémonie terminée, l'assemblée se répandit dans le cimetière,
où les commérages reprirent sous le couvert d'un bavardage poli. Miss Marple s'attarda, échangeant de petites plaisanteries jusqu'à ce qu'elle se retrouve, comme par hasard, près de chacun des principaux personnages. Elle écoutait moins les paroles que les intonations, les silences et les lapsus. Plus tard dans l'après-midi, elle décida de faire un test discret. Elle demanda à Madame Abernethy, avec sa douceur habituelle, d'inviter plusieurs villageois à prendre le thé. Un petit rassemblement pourrait nous faire du bien à tous, expliqua-t-elle. Après tout, on est soi-même assis autour d'une tasse de thé. Madame Abernethy, bien que dubitative, accepta. À 4 heures, le salon était rempli de Greta, pâle mais reconnaissante de la gentillesse d'Harold Sims. Hélène, la mine renfrognée mais apaisée par le gâteau, et Madame Lanchester elle-même, majestueuse comme toujours. L'inspecteur Graves et le sergent Hewitt étaient également présents, en partie pour surveiller les événements, en partie parce que le gâteau de Madame Abernethy était célèbre dans tout le comté. Mademoiselle Marple était assise au centre de l'assemblée, tricotant à la main, toujours aussi discrète. La conversation commence par des sujets de conversation, la météo, l'état des récoltes, mais retombe inévitablement sur la tragédie. Madame Lanchester parlait avec une certitude glaçante. La mort de l'enfant n'était pas un accident. Le village devait se rendre à l'évidence. Greta frissonna et murmura une protestation, mais Harold se contenta d'un rire amer. « Et vous me ferez pendre pour ça, hein? Parce que je suis une proie facile. » Miss Marple leva les yeux avec douceur. « C'est curieux, dit-elle doucement, comme la faute est vite portée sur ceux qui sont les moins capables de se défendre. J'ai connu un jeune jardinier accusé d'avoir volé des roses, mais le coupable s'est avéré être une chèvre. » Un éclat de rire gêné s'ensuivit, et la tension retomba légèrement. Elle laisse la conversation se poursuivre, puis l'orienta doucement vers les rafraîchissements. « Prenez un peu de sucre d'orge, suggéra-t-elle en posant un petit plat sur la table. C'était une offrande assez innocente, mais l'effet fut immédiat. Greta secoua violemment la tête, le visage terni. Harold grogna et refusa d'un air renfrogné. Hélène se couvre les yeux, étouffant un sanglot. Et la main de Madame Lanchester, posée avec une majesté majestueuse, trembla légèrement avant qu'elle ne se force à la stabiliser et à prendre un bonbon. Ce n'était qu'une infime hésitation, et pourtant Miss Marple ne la perdit pas de vue. Elle ne fit aucun commentaire, se contentant de reprendre son tricot comme si de rien n'était. L'inspecteur, trop préoccupé par son gâteau, ne remarqua rien. La réunion se dispersa peu après, chaque invité repartant avec ses pensées. Greta serra la main de Miss Marple avant de partir, murmurant à travers ses larmes. « Tu me crois, n'est-ce pas, Miss Marple ?» Se contenta d'un sourire bienveillant et dit « Ma chère, la vérité, c'est comme la crème, elle monte, tôt ou tard. » Ce soir-là, alors que le village s'installe sous un froid crépuscule d'automne, Miss Marple était assise seule près du feu dans le salon de Madame Abernethy. Elle posa son tricot et sortit de nouveau le papier de bonbons, auquel s'ajoute maintenant le souvenir de la main hésitante de Madame Lanchester. Le motif devenait clair, fierté, secret, et une toute petite hésitation, très révélatrice. Le genre de choses que d'autres négligeants, mais qui, pour Miss Marple, était aussi clair qu'une confession écrite. Pourtant, elle ne se hâta pas de révéler ses pensées. La nature humaine était un tissu fragile, facilement déchiré si on le manipulait brutalement. Mieux valait laisser les fils se resserrer d'eux-mêmes jusqu'à ce que le nœud ne puisse plus être nié. Pour l'instant, elle se contenta de contempler les flammes et de réfléchir à la façon dont le chagrin, la colère et la peur révélaient les vérités que les gens s'efforcèrent de cacher. Bientôt, elle le savait, le temps viendrait de refermer doucement le filet. Mais pour l'instant, la patience restait son alliée la plus précieuse. Et à Little Daring, où la suspicion était toujours incontrôlée, la patience allait se révéler l'arme la plus efficace de toutes. Le lendemain matin, clair et net, était le premier beau jour après une semaine de pluie. Le soleil, cependant, ne parvenait guère à remonter le moral de Little Daring. Les fenêtres s'ouvraient avec précaution, les rideaux flottaient, tandis que des regards attentifs scrutaient la ruelle, et l'air lui-même semblait chargé d'attente. Le village attendait l'intervention de l'inspecteur, une conclusion à cette incertitude suffocante. L'inspecteur Graves, quant à lui, avait décidé qu'on avait perdu assez de temps. Il fit savoir qu'une réunion officielle se tiendrait au presbytère cet après-midi-là, où il comptait exposer l'affaire contre Greta Webb. Pour beaucoup, cela ne surprit pas, et fut accueilli avec une satisfaction morose. Greta était la suspecte évidente depuis le début, et l'idée de lui confier l'affaire convenait parfaitement aux besoins de résolution des villageois. Pourtant,
Tout le monde n'était pas satisfait. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, écoutait calmement le bavardage anxieux de Madame Abernethy. « Oh, Jane, je le redoute vraiment. Si la pauvre Greta est arrêtée, eh bien, cela ruinera sa vie. Et pourtant, si ce n'est pas elle, qui d'autre? Qui d'autre le pourrait ?» Miss Marple se contenta d'un sourire doux et impénétrable. « La vérité, ma chère, est rarement aussi simple qu'on le souhaiterait. Et pourtant, elle est souvent très évidente, une fois qu'on l'a vue. » En milieu d'après-midi, les villageois se pressaient dans le salon du presbytère, le visage marqué par la curiosité et l'appréhension. Madame Lanchester occupe la place d'honneur près de l'âtre, grande et impérieuse dans sa soie noire. Greta était assise à l'écart, pâle et tremblante. Harold Sims flânait près de la fenêtre, les bras croisés en signe de défense, tandis qu'Hélène, la mère de Peter, s'essuyait les yeux avec un mouchoir humide. L'inspecteur Graves se tenait au centre, le sergent Hewitt à ses côtés, des papiers à la main. « Mon devoir, commence Graves avec force, est de vous exposer les faits. Un enfant est mort subitement, sans explication naturelle. Nous avons des raisons de croire qu'un poison a été administré. Les soupçons tournent sur ceux qui en ont l'occasion et le mobile. Mademoiselle Greta Webb, de son propre aveu, se trouvait près des rafraîchissements. Elle n'a aucun alibi pour les instants précédant le concert de la chorale. Les circonstances la contredisent. Un murmure parcourt la pièce. Greta haleta, les mains crispées d'angoisse. « Je suis innocente! Tu dois me croire !» s'écria-t-elle. Mais sa voix fut noyée dans le flot des murmures. C'est alors que Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, s'éclaircit la gorge avec sa douceur habituelle. « Pardonnez-moi, inspecteur, dit-elle, mais avant d'aller plus loin, nous pourrions peut-être envisager une autre possibilité. » Grave fronça les sourcils, visiblement irrité. « Madame, je respecte votre intérêt, mais c'est une affaire de police. » « En effet, répondit Miss Marple avec douceur, et pourtant, parfois, de petites choses que la loi pourrait négliger peuvent nous rapprocher de la vérité. Par exemple, un emballage de bonbons. Elle fouilla dans son sac à tricot et en sortit le papier froissé, soigneusement lissé. Un frisson parcourt la pièce. Graves clignèrent des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« On a trouvé ceci dans la poche de Peter, » expliqua Miss Marple. « Un sucre d'orge, comme les enfants en raffolent. » Un autre emballage a été découvert plus tard dans la salle de classe. On pourrait penser qu'il n'y avait aucun lien entre eux, mais je ne le crois pas. Les enfants sont rarement méthodiques, et Peter n'était pas du genre à transporter 2 bonbons à la fois, sauf s'il venait de lui être offert. Il y eut un silence. Miss Marple continue doucement maintenant. Il faut se demander qui lui a donné ce bonbon. Ni Greta, car elle était absorbée par sa musique, ni Harold, qui portait des chaises et n'était guère susceptible de s'occuper d'enfants, ni sa mère, car elle était en compagnie d'autres personnes. Non, c'était quelqu'un en qui Peter avait une confiance absolue, quelqu'un dont il accepterait une bagatelle sans hésiter. Ses yeux se posèrent doucement sur Madame Lanchester, sa grand-mère. La salle haleta. Madame Lanchester se raidit, le visage s'évanouissant. « Comment osez-vous » murmura-t-elle. « Comment osez-vous suggérer une chose pareille ?» La voix de Miss Marple reste calme. « Voyez-vous, j'ai remarqué quelque chose de très infime au goût de Madame Abernethy. Quand j'ai proposé du sucre d'orge, tout le monde a reculé de peur ou de chagrin, mais vous, madame, votre main a hésité. Un instant seulement, mais très révélateur, car vous savez, n'est-ce pas, que le sucre d'orge n'était pas une douceur innocente, mais l'instrument même de la mort. » L'inspecteur Graves le regarda, stupéfait. « Êtes-vous en train de dire que Madame Lanchester a empoisonné son petit-fils » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Oui, non pas par folie, mais par calcul. La lettre étrangère que vous avez reçue, brûlée dans votre cheminée, concerne l'héritage de votre défunt mari. Peter vivant, la fortune était destinée à son père. Peter parti, elle est revenue sous votre contrôle jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Votre fierté, votre détermination à diriger ce village ne supportent pas la dépendance. Vous avez donc offert un bonbon au garçon. C'était la méthode la plus simple, la moins susceptible d'éveiller les soupçons. Mais la simplicité, voyez-vous, peut être trahie par la moindre broutille. » Il y eut un long silence. Les yeux de Madame Lanchester flamboyaient, ses lèvres tremblaient, comme pour nier l'accusation.
Pourtant, aucune dénégation ne vint. Elle se releva lentement, sa silhouette semblant s'effondrer sous le poids de l'exposition. « Vous ne pouvez pas le prouver, dit-elle enfin à voix basse. Miss Marple joignit les mains. Peut-être pas à la satisfaction d'un tribunal, mais je crois qu'une enquête plus approfondie sur vos finances, et cette lettre révélera plus que vous ne le pensez. Mais devant le tribunal de la conscience humaine, madame, vous êtes d'ores et déjà condamnée. » Greta pleurait en silence, le soulagement mêlé d'horreur dans ses larmes. Harold Sims émit un grognement mi-amer, mi-justifié. Hélène laissa échapper un sanglot qui fit trembler la pièce, enfouissant son visage dans ses mains. L'inspecteur Graves, bien que déconcerté que le coup fatal ne soit pas venu de lui-même, eut le bon sens d'agir. « Madame Lanchester, dit-il gravement, je dois vous demander de nous accompagner à Melchester. Nous exigeons un compte-rendu complet. » La femme fière se redressa une dernière fois, le menton haut. « Très bien, dit-elle froidement, mais ce village regrettera le jour où il s'est retourné contre moi. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, flanquée de l'inspecteur et du sergent. Lorsque la porte se referma, le silence s'installa, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge du presbytère. Miss Marple reprit son tricot, l'air serein. « Ce sont toujours des petites choses, murmura-t-elle à moitié pour elle-même. Une hésitation, un emballage de bonbons, une tache sur le papier. On le remarque rarement, mais il le faut si l'on veut comprendre la nature humaine. » Et avec cela, le mystère de Little Daring fut révélé, même si les conséquences n'avaient pas encore eu de répercussions sur le village. Les jours qui suivirent ce jeu déménagement de Madame Lanchester à Melchester furent étrangement calmes. Little Daring semblait respirer à nouveau, même si un malaise persistait malgré sa routine habituelle. Le soleil se levait sur les chaumières et les champs comme auparavant, mais le village avait été subtilement remodelé par le chagrin, la révélation et le goût amer des secrets mis à nu. Greta Webb, bien qu'encore sous le choc, commença à émerger de l'ombre du soupçon. Elle arpentait les ruelles avec un sourire prudent, saluant les voisins qui l'avaient autrefois évité. Certains murmuraient des excuses, d'autres se contentaient de les fixer, incapables de concilier la jeune fille qu'ils avaient condamnée avec l'innocence désormais confirmée. Harold Sims reprend ses fonctions à l'école, son expression maussade adoucie par le soulagement. Il évitait le regard direct des villageois encore avides de chuchoter, mais il se déplaçait avec moins de tension qu'il ne l'avait fait depuis une semaine. Le vicaire s'efforça de restaurer la chorale des enfants et le moral de la congrégation. Il parla d'un ton mesuré pendant les vêpres, reconnaissant le chagrin mais appelant au pardon et à la compréhension. La chorale répéta une fois de plus, hésitant au début, mais retrouvant peu à peu la cadence du vieux cantique. Lorsqu'ils reprirent leur chant, leur voix tremblait, mais était courageuse, le souvenir de la tragédie désormais tempéré par la résilience. Miss Marple observait depuis le banc du fond, ses aiguilles, à tricoter s'agitant silencieusement. Son esprit errait dans la succession des événements, le papier du bonbon, la lettre étrangère, l'hésitation et la délicate chaîne de choix qui avait conduit à la mort de l'enfant. Pour les étrangers, sa présence semblait discrète, voire fortuite. Pourtant, elle seule avait décelé les signes subtils qui révélaient la vérité cachée sous l'orgueil et le chagrin. L'absence de Madame Lanchester fut profondément ressentie. Certains villageois exprimèrent leur soulagement, d'autres leur consternation, un malaise général s'installant dans le village. La fière veuve avait dominé les rassemblements, les réunions de comités et même les bancs de l'église par sa présence imposante. Maintenant qu'elle était partie, il restait du temps pour la réflexion et pour un retour discret à la civilité. Les conversations reprirent, d'abord prudemment, autour du feu et des tables de cuisine. L'histoire de la mort de Peter et la révélation de la culpabilité de sa grand-mère furent évoquées à voix basse. Certains hochèrent la tête devant la cruauté de l'ambition humaine, d'autres furent fascinés par la manière complexe dont la vérité avait été discernée. Miss Marple, comme toujours, resta peu loquace. Elle observait, écoutait et laissait les leçons de la nature humaine s'ancrer dans l'esprit de ceux qui étaient disposés à les observer. Greta, encouragée par Madame Abernethy,
reprit les cours de piano et d'orgue, encourageant les enfants à se remettre à pratiquer leur voix. Sa musique, autrefois source de suspicion, devint une source de réconfort. Même Harold, désormais libéré de tout soupçon, participe à l'organisation des répétitions et à l'encadrement des jeunes choristes. Helen Lanchester, bien que marquée à jamais par le chagrin, reprit peu à peu ses esprits et se consacra entièrement aux soins des enfants restants. Par une fraîche soirée, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans les ruelles de Little Daring. Le village semblait presque inchangé. Pourtant, il avait changé. Les gens se déplaçaient différemment, les visages étaient moins réservés, mais le souvenir de la perte persistait dans les yeux de ceux qui avaient connu Peter. La leçon était subtile, la vie continuait, mais son rythme avait été altéré par le chagrin et la révélation. De retour au salon de Madame Abernethy, Mademoiselle Marple s'installa dans son fauteuil près du feu. La lampe du soir projetait une lumière chaude sur la pièce, illuminant les rangées de carrés soigneusement tricotés sur lesquels elle travaillait depuis des semaines. Elle réfléchit à ce qui s'était passé l'orgueil. Le secret et l'ambition pouvaient transformer les événements les plus anodins en tragédies. Pourtant, elle savait aussi qu'une observation attentive, la patience et la volonté de discerner les petites vérités pouvaient révéler la malveillance la plus cachée. Madame Abernethy sert du thé, et les deux femmes sirotèrent dans un silence complice. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles d'automne, et quelque part un chien aboyait au loin. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, et le village de Little Daring semblait s'installer dans une paix tranquille et prudente. Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. Le mystère était résolu, les coupables identifiés, et pourtant la conscience de la complexité humaine demeurait vive. « Les gens changent rarement, ma chère, » dit-elle à Madame Abernethy d'une voix douce mais ferme. « Ils peuvent se cacher, ils peuvent tromper, mais la vérité a le don d'émerger même dans les plus petits détails. » La bougie vacillait dans la douce lueur de la pièce. Dehors, le village reposait paisiblement sous la douce lumière du début de soirée, continuant comme toujours, mais marqué à jamais par les événements qui avaient troublé sa paix. Et Miss Marple, toujours vigilante et sereine, contemplait la tranquille résilience de la nature humaine, tissant ensemble laine et sagesse à parts égales.